Mon père, Victor, a pris la nouvelle moto tout-terrain que j'avais achetée à mon fils, Étienne, pour son anniversaire et l'a tendue à Axel, le fils de ma sœur, Claudine, en disant « Ton garçon pathétique ne mérite rien du tout. Laisse-le pleurer. » Étienne l'a regardé s'éloigner en larmes. Je suis resté calme et j'ai passé un appel. Au matin, Victor frappait à ma porte avec la remorque à moto vide derrière lui. Le papier d'emballage était sur le sol du garage en 3 longues bandes, et la moto était au milieu du béton, béquille baissée et un nœud rouge attaché au guidon. Une Yamaha TTR 125. Bleu nuit et blanc, 4200 $. La première vraie chose qu'Étienne avait jamais demandé par son nom, et le premier cadeau d'anniversaire que j'avais jamais acheté qui m'avait fait trembler un peu les mains quand je l'ai posé sur son support. Pas à cause de l'argent, mais à cause du regard que je savais déjà qu'il aurait en la voyant. Au-dessus de l'établi, la canne à mouche en bambou fendu de mon grand-père était sur ses supports muraux, comme elle l'avait été pendant 22 ans. Vernis jauni, poignée en liège usé par des décennies d'utilisation. Il me l'a donnée quand j'avais 10 ans, pas à mon père, pas à ma sœur. Et il a prononcé une phrase que je n'ai jamais oubliée, « Tout homme bon a besoin d'une chose qui n'appartient qu'à lui. Tu ne la prêtes pas. Tu ne l'expliques pas. Tu la gardes, c'est tout. » Victor ne lui a jamais pardonné cela. Non pas la canne elle-même. Le choix. J'ai couvert la moto d'une bâche, fermé le garage et conduit jusqu'à la maison de mon père pour la fête. Le 29 mars, 9e anniversaire d'Étienne. Le jardin de Victor parce que le jardin de ma mère était là avant qu'elle ne décède, et Étienne aimait le banc de pierre près des roses. 14 personnes, 2 barbecues, une table pliante avec un gâteau de la boulangerie d'Elme. Ma sœur Claudine et son mari, Baptiste, étaient déjà là avec leur fils Axel, qui avait 10 ans et était bâti comme s'il avait escaladé des clôtures depuis sa naissance. Le frère de Baptiste, Daniel, se tenait près de la glacière. 2 familles de voisins étaient assises sur des chaises de jardin le long de la clôture. Victor était en bout de table de pique-nique avec une bière à la main et l'expression qu'il arborait toujours lorsqu'il était entouré de gens qui n'étaient pas encore en désaccord avec lui. Calme, satisfait, aux commandes. La révélation de la moto s'est déroulée comme je l'avais prévu. J'ai reculé la remorque dans l'allée, baissé le haillon et fait descendre la TTR 125 de la rampe pendant qu'Étienne se tenait au bord du jardin, les mains figées sur les côtés. Sa bouche s'est ouverte. Rien n'est sorti. Il s'est approché lentement, a touché la selle du bout des doigts et m'a regardé comme si je l'avais construite moi-même. C'est la mienne. Joyeux anniversaire, mon pote. Il a posé ses 2 mains sur le guidon, et les a juste tenues. Axel a couru et a commencé à tourner autour de la moto, demandant à quelle vitesse elle allait, si elle avait un embrayage. Pourrait-il l'essayer en premier? Étienne n'a pas répondu. Il est resté là, les mains sur les poignets et les yeux pleins. Cela a duré 4 minutes. Victor a traversé le jardin. Il n'a pas regardé Étienne. Il a regardé la moto comme il regardait chaque objet devant lui, comme quelque chose qui servait son plan ou qui devait être réaffecté à quelqu'un qu'il servirait mieux. Il a posé sa main sur la selle juste à côté de la main d'Étienne et l'a soulevée de la béquille. Axel, viens ici. Axel a couru. Victor a poussé la moto vers la rampe de la remorque et m'a regardé par-dessus son épaule. Axel sait vraiment conduire l'une de ces choses. Ton garçon ne peut même pas pédaler un vélo sans roue d'entraînement. C'est du gâchis pour lui. Papa, c'est le cadeau d'anniversaire d'Étienne. Je l'ai acheté pour lui. Et je te dis qu'elle appartient à quelqu'un qui l'utilisera. Tu veux gaspiller 4200 $? C'est ton affaire. Mais la moto va avec Axel. Il l'a poussée sur la rampe, l'a attachée à la rampe de la remorque et s'est tourné vers la table. Claudine regardait depuis le poste de boisson, les bras croisés. Elle ne l'a pas arrêté. Baptiste a regardé le sol. Étienne se tenait au bord de l'allée. Il ne pleurait pas encore. Ses mains étaient sur les côtés et son menton était baissé et ses épaules s'étaient contractées comme elles le faisaient quand il essayait très fort de disparaître. Puis il m'a regardé et les larmes sont venues. Victor l'a vu. Il a pointé Étienne du doigt avec sa main tenant la bière et l'a dit devant toutes les personnes présentes dans ce jardin. Axel peut rouler. Ton garçon ne peut pas 4000 $ pour lui, c'est du gâchis. Tu ne peux pas garder une femme à la maison, Nicolas. Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux apprendre à un garçon à faire quoi que ce soit? Laisse-le pleurer.
C'est peut-être la seule chose que tu lui aies apprise. Le frère de Baptiste, Daniel, a posé son assiette. L'une des femmes des voisins a regardé son mari. Personne n'a parlé. Claudine a murmuré quelque chose à Axel, et ils se sont tous deux dirigés vers la remorque comme si c'était déjà réglé. Étienne a essuyé son visage avec sa manche et s'est détourné du jardin vers les roses, vers le banc de pierre où sa grand-mère avait l'habitude de s'asseoir et s'est assis, les genoux repliés. J'ai presque mis mes mains sur la sangle de la remorque et j'ai tiré la moto moi-même. Les muscles de mes bras étaient prêts. Ma mâchoire était bloquée, mais Victor se tenait à 90 cm avec 6 témoins derrière lui et un air sur le visage qui disait qu'il voulait que je fasse une scène, qu'il voulait que je crie pour qu'il puisse raconter à la famille la même histoire qu'il racontait toujours. Nicolas a perdu le contrôle. Nicolas a réagi de manière excessive. Nicolas n'a pas le tempérament pour élever un garçon. Alors je n'ai pas touché la sangle. Je me suis dirigé vers le banc. Je me suis assis à côté d'Étienne. J'ai posé ma main sur l'arrière de son cou et j'ai dit, « Nous partons et tu vas récupérer ta moto. » Il m'a regardé. « Comment ? Fais-moi confiance. » J'ai fait monter Étienne dans le camion, j'ai retiré le crochet de remorque vide du jardin de Victor et je suis rentré chez moi. La remorque a cliqueté sur l'autoroute sans rien dessus. Étienne s'est endormi sur le siège passager, la joue contre la vitre et des traces de larmes séchées sur le visage. La canne à mouche était toujours sur ses supports quand j'ai ouvert le garage. La bâche était toujours sur le sol là où la moto avait été. Le garage sentait l'huile moteur et le papier d'emballage, et le silence qui y régnait était la chose la plus lourde que j'ai jamais portée. Je payais les impôts fonciers de Victor depuis 4 ans. 6 800 $ par an, 27 200 $ au total. Il m'a dit que l'entreprise d'aménagement paysager était en période creuse, que le ralentissement du marché immobilier avait tari ses contrats, que le comté allait saisir la maison si les impôts restaient impayés. Cette maison était la maison que mon grand-père avait construite. La maison où ma mère nous a élevés avant de mourir. La maison où le banc de pierre se trouvait dans le jardin à côté de ces roses. J'ai payé les impôts parce que je ne pouvais pas supporter l'idée que cette maison soit saisie pour 6 000 $ alors que je les avais sur mon compte. Victor n'a jamais dit merci, pas une seule fois. Il a dit que c'est ce que font les fils. En 2023, Victor m'a demandé de construire une annexe d'atelier à l'arrière de la propriété. Il a dit qu'il avait besoin d'espace pour le stockage de l'équipement et il a dit que si je couvrais les coûts, il m'ajouterait à l'acte en tant que propriétaire partiel. Je l'ai cru parce que je voulais le croire, parce que j'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer de gagner ma place dans une famille qui ne cessait de reculer la ligne d'arrivée. L'atelier a coûté 34 000 $. Dalles de béton, charpente, électricité, isolation, porte roulante. J'ai payé toutes les factures moi-même. J'ai embauché l'entrepreneur. Je suis venu les week-ends pour aider à la charpente. J'ai fait passer le conduit électrique parce que l'électricien était en retard et je ne voulais pas que Victor ait à attendre. J'ai fait tout cela parce qu'il avait dit que l'acte serait mis à jour. L'acte n'a jamais été mis à jour. Quand j'ai posé la question 6 mois plus tard, Victor a dit que l'avocat était débordé. Quand j'ai reposé la question en 2024, il a dit que c'était compliqué et qu'il s'en occuperait. Quand j'ai posé la question une 3e fois à Noël dernier, il a dit « Arrête de pousser, Nicolas. La maison ira à la famille quand je serai parti. » Comme si je n'étais pas de la famille. Comme si je n'avais pas payé le toit qui protégeait son équipement de la pluie. Et à travers tout cela, Claudine recevait la chaleur. Les enfants de Claudine recevaient l'attention. Le mari de Claudine, Baptiste, était invité aux soirées poker. J'ai reçu la facture et l'instruction d'arrêter d'être sensible. À 20h45 ce soir-là, avec Étienne endormi à l'étage, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai passé 2 appels. Le premier était à la ligne non urgente du shérif du comté, j'ai signalé un vol. La Yamaha TTR 125, numéro de série et VIN en dossier, évalué à 4 200 $, volé de ma remorque par Victor Prescott devant plusieurs témoins, et livré à la résidence de Claudine Aïe sans mon consentement. J'ai donné à la répartitrice les informations du reçu du concessionnaire, décrit les circonstances et fourni mon numéro de téléphone. La répartitrice a attribué un numéro de dossier, 2026 TH 0941. Un adjoint ferait un suivi dans les 24 heures. Le deuxième appel était à Dominique Roux, 44 ans, avocat immobilier. Nous étions amis depuis la 11e année,
et il était le genre d'homme qui répondait à son téléphone un samedi soir et ne demandait pas pourquoi avant de demander quoi. Dom, mon père a volé la moto tout-terrain d'Étienne de la remorque devant 14 personnes et l'a donnée à l'enfant de Claudine. Le rapport de vol est déposé. Mais j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin que tu examines les registres publics de sa propriété. Tout ce que le comté a. Quelque chose ne va pas avec cette maison. Qu'est-ce que tu veux dire, ne va pas? Il me dit depuis 4 ans qu'il ne peut pas payer les impôts fonciers. J'ai payé 27 200 $ pour empêcher cette maison d'être vendue aux enchères fiscales. Mais le mois dernier, il a acheté un nouveau camion et une remorque fermée. Un paysagiste dont les affaires sont au ralenti ne dépense pas 47 000 $ en équipement et ne demande pas ensuite à son fils de couvrir les impôts. Dominique est resté silencieux pendant 2 secondes. Puis il a dit, je vérifierai les registres le matin. N'appelle pas Victor. N'appelle pas Claudine. Reste tranquille. Le reçu était dans mon classeur. Concessionnaire Yamaha daté du 22 mars. Numéro de série, VIN, modèle, mon nom et ma signature. J'avais aussi la photo que j'avais prise d'Étienne debout à côté de la moto avant que Victor ne la touche. Horodatage 14h14. Le lendemain matin, Dominique a appelé à 9h20. Il avait consulté les registres de propriété de Victor dans la base de données publique du bureau d'évaluation du comté, les mêmes registres auxquels toute compagnie de titre ou avocat peut accéder. Nicolas, il y a un nouvel acte de fiducie enregistré sur la propriété depuis août dernier. Le montant garanti est nettement supérieur à l'ancienne note qu'il détenait. Cela ressemble à un refinancement avec retrait de fonds. Un gros. Mon estomac s'est noué. Non pas à cause du chiffre, mais à cause de ce que cela signifiait pour chaque paiement d'impôt, chaque facture d'atelier, chaque promesse concernant l'acte qui ne s'est jamais matérialisé. Pendant les mêmes mois où Victor m'appelait pour les impôts fonciers, me demandant de rédiger un autre chèque de 6 800 $, il avait effectué un refinancement qui éclipsait tout ce qu'il avait jamais emprunté. Combien de plus? Le nouveau montant enregistré est d'environ 140 000 $ de plus que l'original. Je ne peux pas dire d'après le registre public exactement combien d'argent Victor a retiré après les frais de clôture et les honoraires, mais c'était substantiel. Il avait une équité majeure dans cette maison, et il l'a retirée. Je me suis levé de la table et j'ai marché jusqu'à la fenêtre de la cuisine. À travers la vitre, je pouvais voir le garage, l'établi et la canne à mouche suspendue à ses supports. La canne de mon grand-père, donnée à moi parce qu'il voyait en moi quelque chose que Victor n'a jamais voulu voir. Dom, je visite des maisons dans ce comté pour gagner ma vie. Ce quartier ne supporte pas le genre d'évaluation qui permettrait un refinancement de cette taille. À moins que l'évaluateur n'ait compté l'ajout de l'atelier et ne lui ait donné un poids important. L'atelier que tu as payé. L'atelier pour lequel j'ai payé 34 000 $. Si cette amélioration a été citée dans l'évaluation, cela signifie que Victor a utilisé mon argent pour augmenter la valeur collatérale. Et il me demandait de l'argent pour les impôts tout ce temps. Dominique n'a pas tiré de conclusion hâtive comme un ami aurait pu le faire. Il a répondu comme un avocat. Si c'est ce qui s'est passé, c'est un grave problème. Mais savoir que quelque chose semble faux et le prouver sont des choses différentes. Nous avons besoin des documents de prêt réels avant de pouvoir dire quoi que ce soit avec certitude. Il y avait encore une chose. Lorsque j'ai vérifié mon rapport de crédit cet après-midi-là, en parcourant la section des demandes sur mon ordinateur portable avec un café froid à côté du clavier, il y avait une demande que je n'avais jamais autorisée. Une demande liée à une hypothèque du prêteur de Victor datée d'août dernier, le même mois où le refinancement a été enregistré. Mon nom avait été passé au crible du système en relation avec un prêt hypothécaire pour lequel je n'avais jamais postulé, jamais signé et dont je n'avais jamais eu connaissance. Quelqu'un avait utilisé mon numéro de sécurité sociale, mes antécédents professionnels et mes informations de revenus pour aider à qualifier un prêt sur une propriété où je n'avais pas vécu depuis mes 18 ans. Dominique a déposé une contestation écrite auprès du prêteur le même jour, demandant une copie de toute demande portant mon nom ou mes informations personnelles. Conformément aux réglementations fédérales, si l'identité d'un consommateur a été utilisée sur une demande de prêt sans autorisation, le prêteur est tenu d'enquêter et de fournir les documents pertinents. Ce processus prendrait des semaines, pas des jours. Mais la contestation était enregistrée et le compte à rebours avait commencé. Ce soir-là, Dominique est venu. Il a apporté un pack de 6 bières et 2 bloc-notes et s'est assis sur mon porche arrière, les pieds sur la balustrade pendant que je lui racontais les impôts,
l'atelier, la promesse concernant l'acte, les 4 années de chèques que Victor avait encaissés sans dire merci. Dominique a écouté comme il écoutait toujours, sans interrompre, sans réagir, écrivant un mot sur le bloc-notes pour toutes les 3 phrases que je disais. À mi-chemin de la conversation, Étienne est sorti par la porte arrière en pyjama. Il a regardé Dominique, m'a regardé et a dit « Grand-père a des problèmes ». Dominique s'est penché en avant et a dit « Ton père s'occupe d'une affaire d'adulte. Ça va aller ». Étienne m'a regardé pour confirmation. J'ai hoché la tête. Il est rentré à l'intérieur et a fermé la porte. Et je l'ai regardé à travers la vitre jusqu'à ce qu'il disparaisse dans les escaliers. C'est à ce moment-là que j'ai compris de quoi il s'agissait vraiment. Il ne s'agissait pas de 34 000 $ ou de 27 200 $ ou d'une moto tout-terrain. Il s'agissait du fait que mon fils avait vu son grand-père prendre son cadeau d'anniversaire et le donner à un autre garçon. Et que tous les adultes présents dans le jardin l'avaient laissé faire. Étienne avait 9 ans et il avait déjà appris la même leçon que j'avais apprise à son âge. Dans cette famille, certaines personnes sont choisies et d'autres sont utilisées et celles qui sont utilisées sont censées être reconnaissantes de la proximité. Quand j'ai eu fini de parler, Dominique a regardé son bloc-notes et a dit « Tu veux connaître le terme juridique pour ce que ton père a fait avec l'argent de l'atelier et la promesse non tenue de l'acte ? Dis-moi. » Enrichissement sans cause. Rupture d'un accord oral de transfert d'un intérêt dans un bien immobilier. Et si ton nom est vraiment sur cette demande d'hypothèque, nous examinons une fraude d'identité potentielle sur un prêt garanti par le gouvernement fédéral. Il a bu une gorgée de sa bière. Mais ce que je veux vraiment savoir, c'est combien de temps tu as su que c'était mal et que tu as continué à payer quand même. C'était la question. La vraie. Celle à laquelle je ne voulais pas répondre parce que la réponse me faisait ressembler à ce que Victor avait toujours dit que j'étais. Faible, facile à prendre. Le genre d'homme qui rédige un chèque parce que rédiger le chèque est plus facile que d'entendre le silence qui vient quand on dit non. Depuis la 2e année, ai-je dit. Peut-être la première. Dominique a hoché la tête. Alors nous ne allons pas seulement récupérer l'argent. Nous allons nous assurer que la porte se ferme. Il est resté jusqu'à minuit. Au moment où il est parti, nous avions un plan pour la semaine suivante et un calendrier qui tenait compte de chaque dollar, de chaque message texté et de chaque promesse que Victor avait brisée depuis la construction de l'atelier. J'ai failli appeler Victor cette nuit-là. Le téléphone était dans ma main, son nom à l'écran, mon pouce planant au-dessus du bouton vert. Pas pour crier, mais pour lui poser une question. Est-ce que tout cela était réel ? Les impôts que j'ai payés, la promesse concernant l'acte, les années à me présenter avec des chèques et du silence. Est-ce que tout cela était réel ou est-ce que tout cela n'était qu'un pipeline de mon compte bancaire vers la vie de Claudine ? Mais j'ai posé le téléphone. La question ne changerait pas les chiffres. Et les chiffres étaient la seule chose qui comptait maintenant. Parce que voici ce que j'ai compris, assis dans ma cuisine un lundi soir avec la canne à mouche visible à travers la fenêtre du garage. Victor ne favorisait pas Claudine parce qu'il l'aimait plus. Il favorisait Claudine parce qu'elle était la sortie. Chaque dollar que je lui donnais allait dans la propriété. La propriété devenait de l'équité. L'équité devenait de l'argent liquide. Le favoritisme n'était pas émotionnel. Il était structurel. Chaque insulte qui me visait. Chaque « ton garçon est pathétique ». Chaque « tu ne peux même pas garder une femme » n'était pas de la cruauté pour elle-même. C'était une isolation. Si la famille croyait que j'étais faible et incompétent, personne ne demanderait jamais pourquoi Victor continuait à prendre mon argent et à le donner de côté. L'homme qui appelait mon fils sans valeur finançait la vie de sa propre fille avec le compte bancaire de son fils discret depuis 4 ans. Plus tard, une fois la poursuite lancée et les dossiers financiers produits en phase de découverte, le tableau complet est apparu. Le produit du refinancement était allé dans 4 directions. Environ 28 000 $ pour rembourser le prêt automobile de Claudine. Environ 41 000 $ pour la rénovation de la cuisine de Claudine, celle qu'elle avait dit à Baptiste et à tous les autres qu'elle avait économisée. Environ 47 000 $ pour un nouveau camion et une remorque fermée pour l'entreprise d'aménagement paysager de Victor, Prescott Landscaping, qui s'avérait avoir plus de 31 000 $ de soldes impayés auprès de 3 fournisseurs distincts. Et environ 24 000 $ sur le compte courant personnel de Claudine pour couvrir 2 ans de dettes de carte de crédit accumulées. Chaque dollar de ce refinancement était basé sur une maison qui comprenait 34 000 $ de mes améliorations,
mis en levier avec une demande d'hypothèque qui portait mon nom sans ma connaissance. Financé par un fils qui payait les impôts fonciers parce qu'il croyait que son père ne pouvait pas se les permettre. Mais je ne savais pas tout cela le 2 avril. Ce que je savais était suffisant. Le 2 avril, un mercredi, Dominique a déposé la plainte civile au palais de justice du comté. J'étais avec lui. Nous avons traversé le détecteur de métaux au rez-de-chaussée, avons pris l'ascenseur jusqu'au 3e et nous sommes tenus au guichet du greffier pendant que la femme derrière le comptoir examinait le dossier. Elle a lu la première page, a tourné aux annexes, a regardé les captures d'écran des messages textes de Victor et a estampillé la plainte sans expression. Elle a remis à Dominique la copie estampillée et le numéro de dossier. Cela a pris moins de 4 minutes. 4 minutes pour formaliser 4 ans de promesses non tenues et de chèques encaissés. Le procès nommait Victor Prescott comme défendeur et formulait 2 allégations. Premièrement, enrichissement sans cause et rupture d'un contrat oral concernant l'annexe d'atelier de $34 000. La plainte exposait l'accord dans les propres messages textes de Victor. Des messages où il écrivait « Tu le construis. Je t'ajoute à l'acte et c'est ton investissement dans la propriété familiale et l'avocat n'a besoin que de quelques semaines. » Les factures étaient jointes. Les virements bancaires de mon compte aux entrepreneurs étaient répertoriés par date et montant. Et le fait que l'acte n'ait jamais été mis à jour a été établi par une recherche de titres ne montrant aucun transfert enregistré. Deuxièmement, enrichissement sans cause pour $27 200 de paiement d'impôts fonciers effectués sous de faux prétextes, payés parce que Victor affirmait qu'il ne pouvait pas se permettre les impôts alors qu'il était assis sur d'importants produits de refinancement. La plainte demandait le remboursement intégral de $61 200 et alléguait spécifiquement que Victor avait une obligation écrite de transférer un intérêt de propriété partiel dans la propriété parce qu'une partie de la réclamation impliquait une promesse d'un intérêt de propriété dans la propriété immobilière elle-même. Dominique a ensuite enregistré un lit pendant lié à l'affaire en cours auprès du bureau de l'enregistreur du comté. Ce n'était pas un gel autonome et cela ne garantissait rien. C'était un avis formel que le procès incluait des réclamations directement liées à la propriété. Tout futur acheteur, prêteur ou compagnie de titres effectuant une recherche verrait le litige en cours, et toute transaction impliquant la propriété devrait faire face à la réclamation ouverte avant la clôture. Victor ne pouvait pas facilement vendre ou refinancer la maison que mon grand-père avait construite tant qu'il n'avait pas répondu à la plainte sur le fond. Dominique m'a tendu la copie estampillée du lit pendant dans le couloir à l'extérieur du bureau de l'enregistreur. Le papier était chaud de l'imprimante. Je l'ai plié une fois et l'ai mis dans ma poche de veste, et j'ai pensé au jour où j'ai rédigé le premier chèque pour le béton de l'atelier et où je me suis rendu chez Victor un samedi matin pour regarder l'équipe couler la dalle. Je l'avais cru. C'est la partie qui est restée avec moi. Pas l'argent, la croyance. Le même jour, l'adjoint du bureau du shérif a rappelé concernant le rapport de vol. Il avait confirmé l'emplacement de la moto à l'adresse de Claudine sur Birchland et était prêt à m'accompagner pour la récupération. À 17h30, l'adjoint et moi sommes arrivés chez Claudine. La porte du garage était ouverte. La moto était à l'intérieur, appuyée contre une armoire à outils avec le nœud rouge toujours attaché au guidon. Personne n'avait même retiré le nœud. Axel était assis dessus quand nous sommes arrivés, les pieds sur les repose-pieds, se balançant d'avant en arrière. L'adjoint est sorti du véhicule et Baptiste est sorti de la porte d'entrée avec une expression qui m'a tout dit. Il n'avait aucune idée d'où venait la moto. Claudine est sortie derrière lui et a commencé à parler vite, papa l'a donnée à Axel. C'était un cadeau. L'adjoint a regardé son presse-papier. Madame, le VIN de ce véhicule correspond au document d'achat et au rapport de vol déposé par Monsieur Prescott. La moto est en cours de récupération. J'ai chargé la TTR 125 sur ma remorque, l'ai attachée et suis rentré chez moi. Étienne était assis sur le porche d'entrée quand j'ai reculé dans l'allée. Il a vu la moto à travers les rails de la remorque. Il s'est levé. Il n'a pas couru. Il est juste resté là, les mains sur les côtés et un air sur le visage qui était plus vieux que 9 ans. Tu l'as récupéré. Je te l'avais dit. Il a marché jusqu'à la remorque et a posé ses mains sur le guidon à nouveau, de la même manière qu'à la fête. Et cette fois, personne n'allait les lui enlever. Le lendemain matin, le 3 avril, je préparais le petit déjeuner d'Étienne quand j'ai entendu un camion s'arrêter dans l'allée. Les œufs étaient dans la poêle, le pain dans le grille-pain, et la lumière du matin entrait par la fenêtre sous l'angle qu'elle n'atteint qu'au début du printemps. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine, le camion de Victor. La remorque fermée attelée derrière,
la même remorque qu'il avait utilisée pour emmener la moto de la fête d'anniversaire de son petit-fils 5 jours plus tôt. La remorque était vide. Victor est descendu lentement, comme si ses jambes étaient plus lourdes que d'habitude. Il s'est tenu au bout de l'allée, les mains dans les poches de sa veste et a regardé ma porte d'entrée. Il n'a pas frappé. Il n'a pas appelé. Il est juste resté là. Le moteur tournait toujours. L'échappement formait un fin nuage dans l'air froid du matin. Je l'ai observé pendant 30 secondes à travers la fenêtre, étudiant sa façon de se tenir, la façon dont ses épaules étaient plus basses que je ne les avais jamais vues, la façon dont ses yeux passaient de la porte au garage à la remorque et inversement. Puis je suis retourné aux œufs. Étienne est descendu et s'est assis à table. Qui est dehors? Personne d'important. Victor est resté dans l'allée 4 minutes de plus. Puis il est remonté dans son camion et est parti. La remorque cliquetait derrière lui, vide comme elle avait cliqueté derrière moi 5 jours auparavant quand je rentrais chez moi sans rien dessus et un garçon en pleurs sur le siège passager. Maintenant c'était son tour de rouler à vide. 2 semaines plus tard, le service de conformité du prêteur a répondu à la contestation d'identité de Dominique. Ils ont envoyé des copies de la demande de prêt. Mon nom était répertorié comme co-occupant contribuable. Mon employeur était répertorié. Un chiffre de revenu était répertorié qui était suffisamment proche de mes revenus réels pour qu'il soit clair que la personne qui avait rempli le formulaire avait accès à mes informations financières. Je n'avais jamais vécu à cette adresse. Je n'avais pas dormi sous ce toit depuis mes 18 ans. Dominique a déposé une déclaration sous serment auprès du prêteur, attestant que je n'avais jamais autorisé l'utilisation de mon nom, de mes revenus ou de mes informations professionnelles sur la demande de prêt hypothécaire et que je n'avais jamais résidé dans la propriété. Conformément aux réglementations fédérales sur les prêts hypothécaires, le prêteur était tenu d'ouvrir un examen interne de fraude. Pendant cet examen, toutes les modifications de prêt, les retraits d'équité et les options de forbearance seraient gelées pendant que l'enquête était en cours. Le prêt hypothécaire de Victor était désormais bloqué à ses conditions actuelles. J'ai presque arrêté là. La moto était de retour. La poursuite était déposée. Le prêteur enquêtait. Une partie de moi pensait que c'était suffisant. Mais ensuite j'ai pensé à Étienne assis sur ce banc près des roses, les genoux repliés et les larmes aux yeux, pendant que Victor le pointait du doigt avec une canette de bière et disait à 14 personnes que pleurer était la seule chose que son père lui avait jamais apprise. Et j'ai continué. Le 12 avril, l'avocat de Victor a répondu à la plainte civile en demandant une réunion. Dominique lui a dit que nous nous rencontrerions à ma table de cuisine, pas dans une salle de conférence. Victor pouvait venir avec son avocat ou sans. Victor est venu seul. Il s'est garé dans mon allée à 10h un dimanche matin et est resté dans son camion pendant 3 minutes complètes avant de sortir. À travers la fenêtre de la cuisine, je pouvais le voir se frotter le pouce sur le volant comme il le faisait quand il pensait à quelque chose qu'il ne voulait pas dire. Il n'était pas entré chez moi depuis l'Action de grâce il y a 2 ans, quand il avait passé tout le repas à raconter aux enfants de Claudine à quel point il était fier de leur bulletin de notes et n'avait pas posé une seule question à Étienne. Dominique était déjà assis à table avec le dossier. Victor l'a vu à travers la moustiquaire et a hésité. « Assieds-toi, papa. » Victor s'est assis. Baptiste est arrivé 20 minutes plus tard parce que Claudine l'avait envoyé surveiller. Il a pris la chaise la plus proche de la porte comme s'il n'avait pas l'intention de rester. J'ai commencé par une question. « Papa, quand tu as refinancé la maison en août dernier, tu me l'as dit ?» Victor s'est agité sur sa chaise. « C'est entre la banque et moi. Cela a cessé d'être entre la banque et toi quand tu as mis mon nom sur la demande. » Sa mâchoire a bougé, mais aucun mot n'est sorti. Dom a déposé une contestation auprès de ton prêteur. Ils nous ont envoyé une copie de la demande de prêt hypothécaire. Mon nom, mes revenus, mon employeur, répertorié comme co-occupant contribuable. Je n'ai jamais vécu dans cette maison depuis mes 18 ans. Tu as utilisé mon identité sur un document de prêt fédéral sans me le dire, sans me le demander, sans ma signature. Les mains de Victor étaient à plat sur la table. Ses pouces pressaient le bord assez fort pour blanchir les ongles. Tu avais des fonds de refinancement suffisamment importants pour couvrir 4 ans d'impôts fonciers 10 fois, et tu m'appelais encore chaque trimestre pour demander $6 800. Tu m'as dit que tu ne pouvais pas te permettre les impôts. Tu m'as dit que les affaires étaient au ralenti et tout ce temps tu étais assis sur de l'argent que tu avais retiré en utilisant mon nom sur la demande et mon atelier pour augmenter la garantie.
Je n'ai pas mis ton nom sur quoi que ce soit. Le prêteur a envoyé la demande. Papa. Dominique en a une copie. Mon nom, mes revenus, mon employeur, répertorié comme co-occupant contribuable. Le service des fraudes du prêteur est déjà en train de l'examiner. Les mains de Victor tremblaient maintenant. Son genou droit rebondissait sous la table. Ses lèvres étaient pressées si fort qu'elles étaient devenues blanches. Une goutte de sueur a coulé de sa ligne de cheveux à sa mâchoire, et il ne l'a pas essuyée. « Tu vas détruire cette famille pour de l'argent » a-t-il dit. Sa voix était plus douce que je ne l'avais jamais entendue. « Tu l'as déjà détruite. Je ne fais que déposer les papiers. » Victor a regardé le dossier. Il a regardé Dominique. Il a regardé la fenêtre de la cuisine où la canne à mouche était visible sur ses supports dans le garage. Ton grand-père t'a donné cette canne parce que tu étais son préféré. Cela ne te rend pas spécial. Il m'a donné la canne parce que je venais tous les samedis et que je nouais des mouches avec lui jusqu'à ce que mes doigts saignent. Tu venais pour le bourbon. C'est la différence. Victor a repoussé sa chaise. Il a essayé une dernière chose. Que veux-tu? Dis-le. Je te signerai l'acte de propriété. Propriété partielle. Tout ce que tu veux, laisse tomber l'affaire. L'affaire reste jusqu'à ce que je sois remboursé intégralement. 61 200 $. L'atelier et les impôts, et le prêteur à l'affidavit concernant ta demande de prêt hypothécaire de toute façon parce que tu as mis mon nom sur un document fédéral sans ma connaissance. Ce n'est pas quelque chose que je peux retirer. C'est quelque chose que tu as fait. Tu m'as dit que je ne pouvais pas garder une femme. Tu as dit à 14 personnes que les larmes de mon fils étaient la seule chose que je lui avais jamais apprise. Tu as volé un cadeau d'anniversaire de 4 200 $ de la remorque pendant que mon enfant de 9 ans te regardait t'éloigner avec. Tu as pris 28 000 $ pour la voiture de Claudine, 41 000 $ pour une cuisine qu'elle a dit à Baptiste qu'elle avait économisée elle-même, 24 000 $ pour sa dette de carte de crédit, 47 000 $ pour ton camion. Et tu as fait tout cela en encaissant mes chèques d'impôt, en utilisant mon nom sur ton prêt hypothécaire, et en disant à cette famille que j'étais le faible, le tendre, celui qui ne pouvait pas élever un garçon. Tu as refinancé la maison que grand-père a construite en utilisant l'atelier que j'ai payé et un nom que je ne t'ai jamais donné. Le prêteur à la demande. Mon avocat aussi. Victor a regardé Dominique. Dominique l'a regardé sans expression. C'est le dernier paiement d'impôt. La dernière facture. Le dernier chèque que j'écris avec ton nom à proximité. La prochaine fois que tu auras besoin de quelque chose de construit, payé ou renfloué, appelle la fille pour laquelle tu as dépensé 140 000 $. Parce que j'en ai fini d'être le compte où tu retires de l'argent, et mon fils en a fini d'être l'enfant que tu jettes pour qu'Axel se sente choisi. Baptiste s'est levé. Sa chaise a raclé le sol. Il a regardé Victor et a dit, Claudine m'a dit qu'elle avait économisé pour cette cuisine. Elle m'a montré un relevé de compte d'épargne. C'était réel? Victor n'a pas répondu. Baptiste est sorti par la porte d'entrée sans la fermer. Il a appelé son frère Daniel depuis l'allée. Dans les 3 jours, Daniel a confirmé à Baptiste que le compte d'épargne que Claudine lui avait montré était entièrement financé par Victor. La cuisine, le remboursement de la voiture, le renflouement des cartes de crédit. Tout cela venait du refinancement. Tout le refinancement venait d'une maison que mon grand-père avait construite, améliorée avec l'argent que j'avais payé, et mise en levier avec un nom que je n'avais jamais donné la permission d'utiliser. Baptiste a emménagé dans la chambre d'amis de son frère le week-end suivant et a demandé la séparation en mai. Le pasteur de l'église de Victor m'a appelé une fois, 2 jours après la confrontation. Pasteur Dubois, voix polie, mots prudents. Victor lui avait dit qu'il y avait un malentendu au sujet d'un cadeau et avait demandé au pasteur d'encourager la réconciliation. Il n'y a pas de malentendu, pasteur. Il a volé le cadeau d'anniversaire de mon fils, a mis mon nom sur une demande de prêt hypothécaire fédéral sans ma connaissance et a collecté 27 000 $ en paiement d'impôts fonciers de ma part alors qu'il était assis sur d'importants produits de refinancement. J'ai un procès intenté, un examen de fraude ouvert avec son prêteur et un rapport de vol enregistré. Si vous voulez le conseiller pour la suite, je vous y encourage, mais il n'y a rien à réconcilier. Le pasteur Dubois m'a remercié de mon temps et n'a plus jamais rappelé. 2 semaines plus tard, le 26 avril, la famille de Baptiste a organisé un barbecue le samedi. Victor s'est présenté sans être invité, pensant que les choses s'étaient calmées.
Le frère de Baptiste, Daniel, se tenait près du grill. 6 personnes étaient sur la terrasse. Daniel a regardé Victor et a dit assez fort pour que la table entende, « Est-il vrai que vous avez mis le nom de Nicolas sur une demande de prêt hypothécaire sans le lui dire ?» Victor s'est figé. La mère de Baptiste a posé son assiette et est entrée sans un mot. Un des couples de voisins a échangé un regard, a ramassé ses affaires et est parti par le portail latéral. Victor s'est tenu près de la table des boissons avec une bière qu'il n'a jamais ouverte, et après 90 secondes de silence, il est allé à son camion et est parti. 3 semaines après la confrontation, Victor s'est rendu chez moi une dernière fois. Il s'est garé de l'autre côté de la rue. Il est resté dans le camion pendant 12 minutes, le moteur tournant. Puis il a pris son téléphone, a fait défiler jusqu'à mon nom, a fixé l'écran et a reposé le téléphone sur le siège. Il a tendu la main vers la poignée de la porte. Il a retiré sa main. Il est resté assis encore 2 minutes, puis a démarré le moteur et est parti. Il n'est jamais sorti du camion. La main tendue cherchait quelque chose qui n'était plus là. Une porte qui s'ouvrait autrefois. Un fils qui répondait autrefois à une version de la relation où se présenter suffisait. Ce n'était pas suffisant. Cela n'avait pas été suffisant depuis des années. Il ne l'avait simplement pas remarqué parce que les chèques continuaient d'être encaissés. Un samedi matin début mai, j'ai emmené Étienne au ruisseau derrière notre propriété. L'air était doux et l'eau s'écoulait lentement, et les arbres le long de la berge avaient poussé en verre luxuriant. Je portais la canne à mouche dans son étui en toile, celle que mon grand-père m'avait donnée il y a 22 ans, avec l'instruction de ne jamais la prêter et de ne jamais l'expliquer. Étienne m'a regardé assembler la canne. Il n'a pas demandé d'où elle venait. Il savait déjà. Je lui avais raconté l'histoire la nuit de sa naissance, le tenant dans le fauteuil de l'hôpital pendant que sa mère dormait, murmurant l'histoire d'un homme qui construisait des choses de ses mains et choisissait le petit-fils tranquille parce que tranquille n'était pas synonyme de vide. J'ai montré à Étienne comment tenir la poignée, comment charger la canne avec un backcast, comment laisser la ligne s'envoler vers l'avant sans la forcer. Son premier lancer a parcouru 6 pieds et a atterri enchevêtré sur la berge. Son deuxième a parcouru 10 pieds et a touché l'eau. Son troisième a parcouru 15 pieds et la ligne s'est déroulée droite et la mouche s'est posée à la surface comme si elle avait été placée là à la main. Il m'a regardé avec un visage qui n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. La canne de grand-père fonctionne. Elle a toujours fonctionné. Derrière nous sur la berge, la moto tout-terrain était garée dans l'herbe avec de la boue sur les pneus à cause de la descente. Les deux choses étaient là, la canne et la moto, toutes deux siennes. L'une donnée par un grand-père qui voyait ce qui valait la peine d'être gardé. L'autre achetée par un père qui ne laisserait personne la prendre. La canne à mouche s'est courbée sous le poids du premier lancer. Étienne la tenait fermement. Le ruisseau a fait un bruit comme quelque chose qui lâche prise, l'eau s'écoulant sur des rochers qu'elle avait déplacés depuis plus longtemps que nous tous n'étions vivants. De l'autre côté de la ville, la maison de Victor se trouvait avec un procès en cours sur le titre, un examen de fraude sur le prêt hypothécaire et un fils qui ne répondait plus au téléphone. La propriété qu'il avait transformée en compte bancaire pour un enfant avait maintenant une créance attachée qui devrait être résolue avant qu'un seul dollar d'équité ne puisse être touché. L'atelier que j'avais payé était toujours debout dans le jardin, solidement construit parce que je ne mets pas mon nom sur des choses qui s'effondrent. La ligne s'est posée sur l'eau. Le ruisseau s'est déplacé en dessous. La canne a fait ce qu'elle avait toujours fait. Elle a tenu.